Bonjour, ici Thierry Crignon du blog d'Abyss Mag. Aujourd'hui, je réponds à des questions qu'on m'a posées au sujet de la formation Sublimer vos couleurs. La première des questions, elle est de Nashi. Nashi qui me demande, c'est: je trouve que les couleurs de mes tableaux sont tristes, ternes, comment les rendre plus lumineuses? Voilà ma question, merci. Eh bien Nashi, le problème c'est que d'abord je n'ai pas vos tableaux devant les yeux, donc je ne peux pas vous dire avec exactitude ce qui se passe et pourquoi ils sont tristes ou ternes. Mais la première chose que je sais et qui est souvent mis en avant dans le cas des tableaux ternes, c'est qu'on arrive à obtenir des gris à force de mélanger. Et ça c'est extrêmement difficile. Ça veut dire que les débutants souvent, par exemple, commencent les différents fonds et n'attendent pas que ça sèche, et comme ils n'ont pas cette dextérité de poser avec une forme de délicatesse la couleur, on a souvent des couleurs qui finissent par se mélanger entre elles et on arrive à obtenir un gris. Parce que une des premières choses à apprendre en peinture, c'est que le mélange de toutes les couleurs primaires, des trois couleurs primaires, donne ce que moi j'appelle une non-couleur, ça veut dire un noir. Un noir, un gris foncé. Et bien mélangé avec un peu de blanc, automatiquement ça fait terne et ça fait pas joli. Donc le moyen le plus simple de bien peindre et d'éviter que vos couleurs sortent. Alors si votre tableau est terminé, il y a un truc assez simple, vous attendez qu'il soit complètement sec, vous allez mettre une couche de vernis à retoucher soit en bombe, soit au pinceau, et une fois que vous avez passé votre couche de vernis à retoucher, eh bien vous allez peindre avec des couleurs, vous allez revenir sur votre tableau avec des couleurs extrêmement vives, à des jaunes lumineux, avec surtout des couleurs qui n'ont que un ou deux pigments maximum dans leur tube. Parce que c'est vrai que ce qu'on ne pense pas non plus, c'est que quand vous faites des mélanges avec un tube de peinture qui a 3, 4, j'ai même vu jusqu'à 5 pigments, et d'autres qui en a 3 ou 4 dessus, eh bien ça vous fait facilement 6 à 8 pigments différents, ce qui fait qu'on tombe facilement dans le gris. Et là vous en êtes pour rien, ça veut dire que vous pourrez avoir tout le talent nécessaire que si vous mélangez certaines de ces couleurs, automatiquement vous obtiendrez des gris. Et pour vous donner un exemple, je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, en allant dans un atelier, un artiste me disait la difficulté d'obtenir de jolis oranges. Eh bien effectivement, son rouge était un superbe rouge, mais le jaune qu'il utilisait avait, je crois que c'était 3 ou 4 pigments différents, et le mélange de tout donnait automatiquement des couleurs ternes. Donc méfiez-vous, peignez de préférence avec des tubes de peinture où il y a maximum de pigments. Mais sachez que 2 pigments plus 2 pigments dans un mélange, eh bien ça vous fera 4 pigments et non simplement 2 couleurs, parce que vous, quand vous faites vos mélanges par rapport à des couleurs, mais il faut penser pigments à l'intérieur de votre tube. Donc ça, c'est l'important. Donc généralement, quand on a un tableau terne, c'est qu'on a un tableau qui a une vraie tendance grise, et cette tendance grise soit au moment du mélange, on mélange trop de peinture, soit au moment où on n'attend pas que ça sèche, et du coup la superposition de couleurs, les peintures finissent par pénétrer entre elles avant le séchage et à donner ces tons gris. Donc ça c'est la première raison d'une couleur terne ou d'un tableau qui est terne. Alors deuxième question, c'était donc c'est Gérard qui me pose cette question, qui voudrait j'ai par exemple quelques problèmes d'onctuosité et d'accroche sur la toile pour peindre des détails très très fins. Le gesso, je n'arrive pas à faire glisser mon pinceau d'une manière souple et délicate. Y a-t-il une préparation particulière à faire sur la toile avant de peindre? Alors c'est pas forcément la peinture. Si vous voulez peindre des détails, la première chose à faire, c'est effectivement choisir on a un avion. La première chose à faire, c'est de choisir une toile relativement fine. Ça, c'est la première chose. Alors, si vous n'avez pas de toile fine, mais vous avez ce qu'on appelle un grain médium, à ce moment-là, vous pouvez effectivement passer un coup de gesso qui va boucher tous les trous et qui va permettre d'avoir une toile relativement fine. Mais ce n'est pas forcément ça qui va vous donner la facilité de le détail. Il y a une des choses fondamentales, c'est que si vous travaillez sur un support qui absorbe très vite la matière, par exemple si vous travaillez sur du coton ou si vous travaillez sur une toile qui est légèrement poreuse, et bien automatiquement vous n'arriverez pas, ça va arracher et vous n'arriverez pas à faire des détails. Pour arriver à faire des détails, il y a une technique qui est simple, ce qu'utilisait d'ailleurs Rubens, c'est qu'il utilisait ce qu'on appelle le médium flamand, et avant de peindre une zone, aller recouvrir avec ce médium flamand légèrement, pardon, excusez-moi, le vent m'emporte, on a un peu de vent ici sur Lyon, il fait beau, mais on a un peu de vent. C'est de peindre d'abord la zone que vous allez peindre, vous allez mettre ce médium avec un peu d'essence de térébenthine pour le fluidifier, et vous allez peindre cette zone, et après vous allez venir
faire votre détail. Et vous allez voir que votre pinceau, il va être sur une surface grasse. C'est un peu comme si, j'irais dire, vous avez votre petit ami, I ou IE, et vous voulez l'amasser. Si vous ne mettez que de l'huile sur une main, vous allez voir que ça va être un peu plus rêche. Alors que si vous préparez d'abord le corps et vous mettez de l'huile sur vos mains, le contact des deux huiles va rendre la chose beaucoup plus lisse et beaucoup plus agréable à faire. Eh bien, au niveau de peinture, c'est la même chose. Il faut d'abord vous huiler votre toile et après vous venez avec votre peinture à l'huile et vous allez faire vos détails. Vous allez voir que le fait d'avoir mis ce médium flamand avant, eh bien, vous allez avoir des détails extrêmement précis. Et ça, c'est extrêmement agréable. Donc voilà, je pense que ça, c'est la première chose à savoir, c'est que effectivement, et d'ailleurs, je conseille à tous ceux qui reprennent un tableau ou qui veulent peindre, c'est de mettre d'abord une couche de vernis, même sur une toile blanche, une couche de vernis à retoucher, et vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile. Alors pour ceux qui dans l'urgence n'ont pas de vernis à retoucher, à ce moment-là vous allez prendre un volume de vernis traditionnel, vernis à tableau, et vous allez mettre au moins 4 volumes d'essence de térébenthine, et vous allez voir que ce mélange fait un très bon vernis à retoucher. Voilà pour cette question. Alors, troisième question, elle est de Denise. Pourquoi des couleurs sont plus transparentes que d'autres? Alors là, ce n'est pas la couleur qui est transparente. Alors, il faut arriver à faire cette dissociation entre la couleur qui est obtenue à la sortie d'un tube, ou que vous obteniez par mélange, et le pigment au départ. Donc, ce qui est transparent, c'est avant tout le pigment. Vous avez des pigments qui, de par leur composition chimique, leur composition naturelle, sont transparents. C'est le cas par exemple du bleu outre-mer, c'est le cas du blanc de zinc qui est semi-transparent. Il y a certains pigments comme ça qui sont transparents et d'autres qui sont opaques. Et ça, vous pouvez rien, c'est pas la peine d'essayer de faire quoi que ce soit, ils sont comme ça, c'est la structure chimique du pigment, et bien faut faire avec. À vous de vérifier avant de peindre s'il y a bien un carré transparent si vous voulez une couleur transparente ou un carré noir si vous voulez une couleur opaque. Alors, il faut savoir par contre qu'au niveau des fabricants de peinture, certains vont augmenter la transparence ou augmenter l'opacité en rajoutant une charge. Dans le cas de la transparence, on va rajouter un peu de kaolin. Et dans le cas d'une opacité, on va rajouter plutôt une poudre de marbre, genre poudre de marbre ou éventuellement blanc de meudon, qui sont quasiment très proches au niveau technique et qui va opaciter une couleur. Donc voilà pourquoi une couleur est plus ou moins transparente, c'est avant tout à cause de son pigment. Alors, j'ai essayé les pigments avec la base aquarelle, avec la base acrylique, le pastel, et je voudrais attaquer l'huile. Alors, il faut savoir que dans la formation, il y aura à la fin de la formation un module spécial pigment. Dans ce module, je vous expliquerai comment fabriquer une huile à base de pigment, comment fabriquer une acrylique à base de pigment, comment fabriquer une aquarelle à base de pigment et comment fabriquer une gouache éventuellement à base de pigment, comment fabriquer les pastels et ainsi que les pastels à l'huile. Donc vous voyez, ça vous donnera, et je vous expliquerai comment peindre, comment fabriquer vous savez, les oil sticks, les sticks à l'huile qui sont entre l'huile traditionnelle et le pastel à l'huile. Donc ça fait partie des modules qui vont arriver dans la formation, qui n'étaient pas prévus mais que je vais faire parce qu'il y a énormément de questions au sujet du pigment, et donc tout ça sera expliqué. Mais autrement, faut savoir que là je vois que vous utilisez des bases d'aquarelle. Il faut savoir que normalement vous n'avez pas besoin, par exemple l'aquarelle, si mes souvenirs sont bons, vous utilisez éventuellement du miel, vous utilisez du pigment, un peu de gomme arabique, et vous arriverez à obtenir une aquarelle. Je vous donnerai avec exactitude, parce que là je ne l'ai pas en tête, je vous dis juste comme ça aux questions, mais il y a des proportions à respecter qui ne sont pas non plus très compliquées. Vous préparez, je vous dis, de la gomme arabique, vous allez mélanger votre pigment avec la gomme arabique, vous allez rajouter un peu de miel, et éventuellement un antifongique, ça veut dire quelque chose qui va empêcher des germes de venir pousser, parce qu'effectivement des fois on fabrique quelque chose et on oublie que comme c'est des produits naturels, on peut avoir des champignons qui vont arriver. Donc ça sera expliqué dans la formation, mais effectivement les pigments c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, parce que quand vous peignez avec un pigment, ça vous donne une palette, une palette totalement différente des autres, et ça vous donne un charme à vos tableaux totalement différent. Alors, autre question, Jean,
comment donner de la texture et de la forme à un objet. Alors la texture d'un objet, vous pouvez le travailler avec des pâtes d'empattement, des gels d'empattement à l'acrylique. Vous pouvez travailler comme ça. Certains vont utiliser des colles et mettre, par exemple, venir mettre du sable dessus avant que la colle sèche. Il y a des tas de possibilités. Là, il faut s'amuser, il faut faire des recherches en fonction des textures. Les textures, c'est quelque chose qui a été à la mode à un certain laps de temps, qui l'est un peu moins maintenant, mais qu'on peut continuer. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre les modes ou les tendances en pâture. Donc les textures, c'est quelque chose que vous pouvez rajouter. Il y a des personnes qui vont mélanger avec du liant acrylique, qui vont mélanger du sable. Certains vont mélanger de la cendre de bois. Certains vont mélanger de la ouate. Il y a des tas de possibilités pour avoir des textures. Là, je vous laisserai. Il n'y a rien de concret là-dedans. Je fais rien dans la formation à ce sujet parce que j'en trouve pas forcément l'utilité puisqu'on va vers une autre technique aujourd'hui et donc je pense que c'est, sauf si je trouve qu'il y a eu beaucoup d'élèves me posent cette question pendant leur formation, à ce moment-là je ferai peut-être un module spécial pour ça, mais pour l'instant ce n'est pas prévu, mais c'est comme ça. Alors par contre, comment donner la forme à un objet, il n'y a aucun produit pour donner la forme à un objet, c'est simplement le coup de pinceau. Ça veut dire qu'effectivement, quand vous peignez, si vous peignez droit, par exemple quand on peint de l'herbe, eh bien la plupart des gens généralement ils font comme ça, ils prennent le haut et puis ils descendent. Or l'herbe, qu'est-ce que ça fait? Ça ne descend pas du ciel, ça monte. Donc effectivement, je vous conseille, si vous voulez peindre de l'herbe, de retourner votre tableau et de descendre à ce moment-là comme ça, effectivement, comme vous le faites déjà. Ou alors, si vous êtes assez fortiche là-dessus, c'est de remonter votre pinceau à chaque fois pour donner vraiment cette sensation que l'herbe, elle pousse et non l'herbe qui descend. Ça, c'est qui fait aussi certains tableaux. Autrement, pour un vase, eh bien effectivement, ça va être vous pouvez peindre votre vase dans n'importe quel sens, mais à un moment donné, il va falloir lui donner cette forme arrondie. Ou carré éventuellement, et qui elle va structurer votre pinceau et donner. Il ne faut pas forcément tout faire comme ça, mais à un moment donné, un ou deux coups de pinceau qui vont vous donner la forme de l'objet. Alors c'est une pomme, c'est pareil. Tout objet cylindrique, triangulaire, carré, c'est simplement au moment donné, vous allez faire la forme. Si vous faites un vase, vous allez pouvoir descendre légèrement et puis remonter après pour donner cette forme carrée. Si c'est rond, c'est légèrement une ellipse que vous allez faire, etc. C'est simplement comme ça que vous allez pouvoir donner la forme à un objet. Bonjour, je voudrais savoir et comprendre comment placer les couleurs et lesquelles pour avoir une belle harmonie. Merci pour vos conseils. Alors, l'histoire de l'harmonie, il existe plusieurs types d'harmonie. Il y a ce qu'on appelle l'harmonie analogique, ça veut dire que, par exemple, si je prends un rouge, d'un côté du rouge, vous avez du orange, et de l'autre côté, vous avez du violet. Donc l'harmonie analogique, ça va être en prenant les couleurs qui sont tout autour, c'est-à-dire des oranges et des violets. Ou alors si vous prenez un orangé, vous allez utiliser des jaunes et des rouges. Donc vous allez décaler ça sur la roue chromatique. La roue chromatique fait partie à part entière de l'outil nécessaire absolument au peintre. Et dans la formation, je vous explique comment fabriquer votre propre roue chromatique, parce que la grande difficulté des roues chromatiques achetées dans le commerce, c'est qu'effectivement, elles font partie c'est imprimé, donc on a déjà une autre notion. Par exemple, je vous parlais au début de la vidéo que le mélange des trois couleurs primaires donnait du noir, une non-couleur, alors que si vous prenez ces mêmes couleurs et que vous les mettez en imprimerie, elle va vous donner du blanc. Donc, vous voyez, d'un côté vous avez du noir et en imprimerie vous avez du blanc. Donc c'est pas possible. Donc quand vous avez une roue chromatique qui a été imprimée, eh bien ça peut poser effectivement un problème dans la compréhension de la couleur. Alors que si vous la fabriquez vous-même, à partir de vos couleurs que vous avez choisies, eh bien c'est plus facile parce que ça vous permet de donner de comprendre vraiment la couleur et de comprendre les mélanges, les complémentaires, etc. Donc là, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille vivement, c'est de fabriquer vous-même votre propre couleur pour trouver et pour vous faciliter dans l'harmonie de vos couleurs. Donc après l'harmonie analogique, vous avez l'harmonie des contrastes. Ça veut dire que si vous posez un jaune, eh bien en face la couleur elle est violet. Donc vous allez poser par exemple dans les ombres du violet. Les ombres d'un citron sont souvent le mélange des deux autres couleurs primaires, c'est-à-dire rouge et bleu, donc le violet. Donc sous un citron, l'ombre elle va avoir une vraie tendance violette. Ça c'est ce qu'on appelle l'harmonie par contraste.
Et après, vous avez d'autres types d'harmonies, et il y a une des harmonies que vous utilisez certainement assez régulièrement, c'est l'harmonie des gris. Ça veut dire qu'effectivement, quand vous peignez des gris, eh bien, vous avez ces dégradés de gris que vous pouvez aller d'un bout à l'autre, et ça vous donne une harmonie. C'est une harmonie monochromatique. Quand vous faites un tableau tout bleu, eh bien, vous allez tout dégrader vos bleus pour pouvoir arriver à avoir un tableau qui soit lisible, justement en donnant des différentes valeurs à votre bleu. Alors, autre question qui m'a été posée. Ah oui, voilà, c'est Labari. Labari qui me demande: j'adore les paysages, il y a de l'eau et normalement j'ai en tête que l'eau c'est transparente. Effectivement, Labari, c'est que l'eau est transparente et en théorie on ne peut pas la dessiner, tout simplement. Donc quand vous avez un lac que vous allez vouloir dessiner, alors en ce qui concerne la mer, c'est un autre sujet, mais si vous voulez peindre une rivière ou un lac par exemple, hop là, si vous voulez peindre une rivière ou un lac, vous allez tout simplement vous mettre devant votre lac, vous allez regarder l'eau du lac et vous allez peindre ce que vous voyez. En règle générale, c'est le miroir de quelque chose. Ça peut être, si un arbre qui est là, il se reflète dans le lac, vous allez peindre l'objet que vous voyez comme un miroir. Et seulement après, quand tout est sec, vous allez venir peindre un reflet blanc, c'est-à-dire vous allez prendre un jus blanc et vous allez venir le passer dans le sens où est le lac. Donc faire attention, parce que si vous peignez votre jus comme ça, ça ne va pas être bon. Si le lac est comme ça, eh bien vous allez faire avec votre pinceau cette forme-là et faire attention. Et ce jus va vous donner cette transparence. Parce que pourquoi ça donne? Ça veut dire effectivement comme l'eau est transparente et vous avez ce reflet le film blanc va donner cet effet de transparence et va vous former votre... C'est tout simple, on a la même chose quand vous faites un vase. Quand vous faites un vase et qu'il y a de l'eau dedans, on voit ce qu'il y a à travers, puisque l'eau est transparente, et c'est simplement le petit trait qui fait le niveau de l'eau et éventuellement un jus blanc dessus qui va vous donner l'impression d'avoir de l'eau. Donc c'est simplement comme ça qu'on arrive à avoir de l'eau. Et dans le cours, il y aura, dans la formation, il y a tout un module sur le paysage, et dans ce paysage, j'explique comment travailler le reflet de l'eau. En ce qui concerne la mer, c'est un peu différent. Ça veut dire que la mer, on a cet effet de transparence quand on est loin, quand on est au-dessus d'un bateau, mais au bord de mer, on n'a pas forcément toujours cette transparence. On va avoir plutôt des mouvements, et un des nabis, je ne sais plus son nom, avait bien réussi à démontrer que ça donnait des formes un peu bizarres. Quand vous regardiez l'eau dans son mouvement, ça vous donnait des formes d'ellipses, des formes un peu bizarres en blanche. Eh bien, regardez un de ces tableaux, regardez dans les collections des nabis, je crois qu'il y en a un, j'essaierai de mettre ça en bas de la vidéo. Ça donnait cet effet d'eau de bord de mer, puisque avec les mouvements du clapot de l'eau, eh bien, on ne peut pas avoir de transparence, on a toujours effectivement un mouvement, on a des formes qui se fassent, parce que l'eau vient se casser pas de façon homogène, et ça vous donne des formes et non une transparence. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Autrement, si vous avez envie de faire cette formation et de me suivre, eh bien, vous pouvez cliquer en dessous et accéder à la formation. Autrement, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.